Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous. L'interview politique, 8h30, 9h. Les Français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles. Aurore Bergé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron a réuni tous les ténors de la majorité hier. L'Assemblée nationale sera-t-elle dissoute ? Je crois qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée nationale. On a certes une majorité relative, mais il n'y a pas de majorité alternative qui existe. La seule majorité alternative, c'est une arithmétique, une addition, qui fait qu'il faut que toutes les oppositions s'allient. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles ont toutes le même projet à porter ? Je crois pas. Je crois pas que les électeurs, tant ici de Jean-Luc Mélenchon que de Marine Le Pen, que des Républicains, du Parti Socialiste, pensent ou veulent la même chose. Donc il n'y a pas de majorité alternative. C'est aussi la démonstration de ces dernières heures. Donc vous confirmez pas de dissolution ? Il n'y a aucune raison qu'il y ait une dissolution. Il y a une majorité qui existe et la seule majorité cohérente qui existe, c'est la majorité présidentielle. Bien, Aurore Bergé, pas de dissolution. Donc, le texte sur le projet de loi immigration va venir en commission mixte paritaire, Sénat, Assemblée. J'explique pour nos auditeurs, commission mixte paritaire qui va proposer 7 députés, 7 sénateurs, qui va proposer travailler sur un nouveau texte, sans doute lundi, et le vote sans doute mardi. Bien, le texte risque d'être durci. Mais c'est un débat qui va exister. Les commissions mixtes paritaires, pour que chacun comprenne, c'est la pratique habituelle. C'est-à-dire qu'après un examen à l'Assemblée et au Sénat, on tente toujours de trouver un compromis entre l'Assemblée et le Sénat. Et donc sont représentés des députés et des sénateurs qui sont à proportion, en fait, qui représentent les différents groupes politiques de l'Assemblée et du Sénat. La question c'est, est-ce que oui ou non il y aura un compromis ? Et si oui, quel compromis, puisque tout le monde a dit aussi à la fois qu'on a des pas qu'on était prêt à faire, mais qu'il y a aussi des choses qui, pour la majorité, ne pouvaient pas rester dans ce texte. Donc c'est ça qu'on doit faire. Un compromis, ça veut dire que chacun est prêt à faire un pas vers l'autre, sinon il n'y a pas de compromis possible. Abandon du texte. Pas de 49-3. De toute façon, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que si la commission mixte paritaire échoue, c'est-à-dire que les députés et sénateurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un texte, le parcours du projet de loi s'arrête à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il y aura. Ça veut pas dire qu'il y aura pas un autre texte qui pourra un jour exister sur les questions d'immigration. Mais ça veut dire que si c'est un échec la semaine prochaine, alors oui, le texte s'arrêtera là. Alors, régularisation de travailleurs sans papier, ligne rouge pour RN et LR, confondus. C'est pas si clair que ça, en vérité. Parce que au Sénat, c'est vrai. Les Républicains, la droite au Sénat, n'a pas tiré un trait sur le sujet de la capacité à régulariser. Et encore une fois, moi j'appelle à un minimum d'efficacité, de bon sens, d'honnêteté intellectuelle sur ce sujet. Il n'y a pas un territoire, il n'y a pas un département où on ne nous alerte pas sur des métiers en tension. Je suis ministre des Solidarités et des Familles. Tous les métiers, qui sont les métiers du médico-social, les métiers de l'humain, de l'accompagnement, du soin, les aides à domicile par exemple, on ne sait pas faire aujourd'hui si on n'a pas une part de ces métiers qui est réalisée au quotidien par des personnes qui sont issues de l'immigration ou qui sont des immigrés eux-mêmes. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on est prêt à assumer une ligne très claire qui est de dire que la régularisation par le travail, l'intégration par le travail, ça a du sens, mais que dans le même temps, il faut une fermeté absolue et renforcée vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas nos règles. C'est ça la base même de ce projet de loi. Est-ce que vous êtes favorable à des quotas pour la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, comme le propose Édouard Philippe ? Ça peut être une piste. Moi, je suis pas fermée dessus parce que je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou en la matière. Vous êtes proche d'Édouard Philippe ? Je suis proche des membres de la majorité. Édouard Philippe est une des composantes essentielles de la majorité, avec Horizon évidemment. Moi, ce que je dis juste, c'est que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que de dire qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas régulariser, c'est une erreur. Parce que les mêmes qui disent ça, parfois sur des plateaux de télévision, sont les premiers à nous dire que dans leur département, les chefs d'entreprise en ont besoin. Parce que ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes qui nous disent qu'ils ne pourraient pas tourner s'il n'y avait pas aussi des personnes immigrées qui bossaient à leur côté. Donc il faut juste un peu d'honnêteté intellectuelle sur le sujet, et c'est pas une vague qui va nous submerger parce qu'on va régulariser au cas par cas en fonction des métiers en tension. Est-ce qu'à vos yeux, la droite d'Éric Ciotti a rejoint l'extrême droite de Marine Le Pen ? Non, je dirais pas ça parce que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc je pense qu'il faut pas non plus d'excès inverse. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une alliance un peu baroque, à minima on peut dire ça, parce que quand vous voyez se lever dans le même mouvement l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est-à-dire l'extrême droite se félicite d'un côté
côté en disant on a rejeté un texte qui permettait une invasion migratoire, et l'extrême gauche se lève de l'autre côté en disant on a rejeté un texte qui durcissait toutes les règles en matière migratoire. Donc à un moment, soit ils n'ont pas lu le même texte, soit ils n'ont pas compris le même texte, soit tous les deux mentent à leurs électeurs. Mais le fait que et extrême gauche et extrême droite, main dans la main, rejettent le texte, veut dire qu'il était sans doute un vrai texte de compromis et qu'il y a, je crois, des choses qui méritent d'être préservées. Nous allons parler des familles, de la solidarité, évidemment, Aurore Bergé, mais j'ai une dernière question en marge de ce projet de loi. Faut-il dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 ? Mais la Première ministre l'a dit elle-même, en disant qu'il fallait... Comme le demande Édouard Philippe, encore une fois, j'insiste, parce que vous venez de la même famille politique. Mais la Première ministre l'a dit elle-même, et le président de la République est ouvert à ce qu'on avance sur ce sujet-là. La seule chose qui a été dite, c'est que ça n'était pas à l'Assemblée de définir ce que devait être la politique étrangère de notre pays. C'est uniquement ça. Est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être revues ? Je crois que tout le monde est lucide dessus et que ce travail, il est déjà engagé par le président de la République lui-même. Bien, parmi les réponses aux émeutes de juin dernier, vous avez fait pour répondre aux émeutes de juin dernier, vous avez fait des propositions. Plusieurs propositions pour mieux gérer, notamment la parentalité. Vous avez commencé un tour de France de la parentalité, je crois. Vous allez continuer dans plusieurs régions. Et vous avez fait donc des propositions, mise en place de la commission scientifique sur la parentalité. Bon, ça n'a pas très bien commencé. Lundi, avec 3 démissions, notamment les démissions des sociologues Irène Théry et Claude Martin et de la chercheuse du CNRS, Agnès Martial. Remplacée ? Alors, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est déjà le premier point, c'est qu'on ne parle des parents qu'en période de crise. Et que c'est un problème. On a besoin des parents dans une société pour faire société. Moi, ce que je veux, c'est déjà qu'on remette les parents au cœur du jeu, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, au cœur de nos politiques, ce qui n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui, et qu'on doit définir, ça veut dire quoi la parentalité ? Ça veut dire quoi accompagner et soutenir les parents, notamment celles et ceux qui nous disent qu'ils sont parfois dépassés, qu'ils sont déboussolés, qu'on voit bien qu'ils subissent aussi des risques nouveaux pour nos enfants. Je pense à la question de la sédentarité, je pense à la question des écrans. Donc ça, c'est le point de départ, qu'on ne parle pas des parents qu'en période de crise. Pour ça, j'ai proposé plusieurs choses. J'ai émis des propositions sur les questions d'autorité, parce que je crois qu'on en a besoin aussi. Et j'ai dit, je ne peux pas résoudre cette question à moi toute seule. On a besoin d'avoir des personnalités engagées qui connaissent ce sujet, que ce soit des magistrats, que ce soit des pédopsychiatres, des spécialistes des enjeux de la santé mentale de nos adolescents, comme Hélène Roch, comme Serge Effez, des sociologues, des démographes. Certains ont dit, ceux que vous avez cités, écoutez, puisque vous avez fait des propositions qui, pour nous, vont trop loin sur les enjeux d'autorité, on ne se sent pas à l'aise. C'est leur totale liberté. Nous regrettons que les travaux à venir soient placés sous l'égide de méthodes répressives. C'est ce qu'ont dit les démissionnaires. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Berger, mais ça ne sera pas le cas. Est-ce qu'ils vont être remplacés ? C'est un camouflet quand même. 2 jours après, ou le jour même de la mise en place de votre commission, 3 démissions. Oui, mais en vrai, moi, mon seul sujet, c'est est-ce que oui ou non, dans notre pays, on peut avoir une vraie politique public qui va accompagner et qui va soutenir les parents. Moi, c'est ça mon sujet. On est d'accord, mais est-ce que vous avez mis la répression en avant tout de suite, trop vite ? Mais après, ça, c'est une appréciation. C'est le reproche que ces personnes vous font. C'est les Français qui jugeront. Bon. C'est les Français qui diront... Oui, ça c'est sûr. Mais c'est eux le juge de paix. À la fin, ce sont les Français qui disent est-ce que oui ou non, on peut marcher sur 2 jambes et avoir à la fois des mesures d'autorité et dans le même temps des mesures de soutien et d'accompagnement pour les parents qui doivent aussi, et là c'est quels que soient les milieux sociaux, être accompagnés et soutenus. Donc sur cette commission, ce que je dis, c'est qu'on a 2 éminentes personnalités, Hélène Roch et Serge Effez, qui ont accepté de co-présider cette commission. Ils sont libres de tout, ils sont libres de finaliser la liste des membres de la commission, de faire des propositions supplémentaires, puisque 3 membres ont souhaité ne pas y participer. Ces membres seront remplacés. Donc c'est eux qui décideront en totale indépendance. Et moi, ce que je leur dis aussi, parce que j'aurais pu faire un autre choix, de ne pas créer de commission, ne prendre que des gens qui étaient proches de moi, ça n'est pas ce que je fais. Je veux que ce soit une commission totalement libre, indépendante. Elle a le droit de critiquer le gouvernement, elle a le droit de critiquer mes propositions, elle a surtout le droit évidemment de proposer pour qu'on puisse ensemble avancer sur le sujet. Aurore Bergé, regardons ce que vous proposez. Travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Là, moi, j'aimerais quelques explications. Comment estimer qu'un parent est défaillant ? Regardez typiquement ce qui s'est passé. Je vous donne un exemple très clair. Pendant les émeutes, vous avez eu parfois des parents qui encourageaient eux-mêmes leurs enfants à piller des commerces.
Est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'exemple, le cadre, le niveau de protection, de sécurité qu'un parent doit avoir au bénéfice de son enfant ou de son adolescent? Et dans le même temps, dans ces émeutes-là aussi, vous avez vu des mères de famille surtout, parfois des pères, mais surtout des mères, aller au contraire au milieu de la nuit, récupérer leurs enfants pour les mettre à l'abri et pour les protéger. Donc vous voyez bien là, dans ces deux exemples qui sont si divers, si opposés, à la fois le parent qui quelque part donne l'exemple, qui montre à un moment ce que veut dire pas juste l'autorité, mais être parent, accompagné, protégé, sécurisé. Et qui le parent va déterminer si un parent est défaillant ou pas? Mais c'est la liberté du juge. La force dans notre pays, c'est que nous sommes dans une démocratie. Lorsque le juge aura l'enfant délinquant devant lui, il va pouvoir déterminer si le parent de cet enfant est défaillant ou pas. Il n'y a pas dans une démocratie de peine automatique. C'est toujours à la libre appréciation du juge. Et donc ça veut dire que moi je considère, et ce sont des propositions que j'ai faites, si elles sont définitivement inscrites, retenues, on y travaille notamment avec le garde des Sceaux, sous l'autorité de la Première ministre. Ce que je dis, c'est est-ce qu'on peut avoir un panel de peines éventuelles qui puissent être prononcées? Est-ce qu'on trouverait ça aberrant, encore une fois, que ce parent qui a mis en danger son enfant, son adolescent, qui l'a encouragé à piller, et nous avons vu malheureusement aussi ces images-là de violence, d'émeutes, eh bien, il n'aurait pas intérêt à faire des travaux d'intérêt général. Est-ce que c'est seulement l'adolescent qui doit être dans ces cas-là sanctionné, ou est-ce que le parent peut être également sanctionné dans ces cas extrêmes? Et paiement d'une contribution financière aux associations de victimes. Aux associations de victimes, pour les parents défaillants donc. Je pense que c'est très important de dire que l'amende éventuelle qui pourrait être payée, elle n'est pas là pour être payée, j'allais dire, à l'État, mais parce qu'on a eu des victimes dans ces violences. On a des élus locaux qui ont été attaqués, on a des services publics qui ont été attaqués, on a des artisans, des commerçants qui parfois ont perdu leur outil de travail. On a donc des victimes. Et le fait de reconnaître et de soutenir ces victimes, y compris parfois par une contribution financière, excusez-moi, est-ce que vraiment c'est de l'autoritarisme? Les parents sont responsables civilement de leurs enfants mineurs. On est bien d'accord. Donc, ils seront responsables aussi autrement, des dégâts. Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Jean-Jacques Bourdin, c'est pour ça. Quand vous inscrivez même votre enfant à l'école, vous prenez une assurance de responsabilité civile si jamais, parfois, contre son gré, un enfant peut commettre, parfois, faire des bêtises, etc. Donc, c'est déjà le cas. Moi, ce que je veux, c'est juste dire qu'on doit marcher sur deux jambes dans notre société. D'abord, en remettant les parents au cœur de la vie de notre pays, de notre société, parce qu'on ne peut pas faire sans les parents, on ne peut pas faire société sans les parents, mais que ça veut dire à la fois qu'enfin on doit avoir une véritable politique d'accompagnement et de soutien des parents, et dans ces mêmes propositions que je fais, mais évidemment elles ont été moins commentées, je dis aussi qu'il faut augmenter de manière très significative de 30% les moyens de toutes les CAF, les caisses d'allocation familiale dans notre pays. Pourquoi? Parce que c'est elles qui financent tous les projets de soutien, d'accompagnement des parents, d'accompagnement à la parentalité. Dans le Tour de France que vous avez mentionné, il y avait une salle comble avec des parents, des associations, des magistrats, des médecins qui étaient là, des enseignants, pour parler de l'avenir de nos enfants et pour parler des parents. Par exemple, on m'a parlé, je donne juste un exemple, pour les familles monoparentales, la question du répit parental. Quand vous êtes seul à élever votre enfant, eh bien, on a des femmes qui n'ont même pas le temps, parfois, d'être à l'hôpital pendant 2 jours parce qu'elles ne peuvent plus prendre soin d'elles, parce qu'en fait, elles ont toute la charge qui pèse sur elles. Donc, elles m'ont parlé de cette idée d'arriver à développer aussi le répit parental, parce que toutes les familles n'ont pas... C'est-à-dire le répit parental, expliquez. Typiquement, de permettre que le parent puisse un minimum souffler, que son enfant puisse être pris en charge. Concrètement, pris en charge dans une structure qui va pouvoir permettre que pendant un week-end... un week-end, l'enfant est pris en charge dans une structure. Mais est-ce que ce serait aberrant quand vous êtes une femme seule et quand vous accompagnez... Ça, vous allez le mettre en place. Pourquoi pas? C'est des propositions. Typiquement, le Tour de France de la parentalité, c'est quoi? C'est justement d'écouter ce que les Français ont à nous dire et les propositions qu'ils formulent. Et je pense notamment à ces parents qui font face, parfois seuls, à toute la charge. Et pas juste la charge financière, la question n'est pas juste là. D'ailleurs, ça pose la question du rôle des pères. C'est la question que j'ai posée aussi. C'est la question que j'ai posée aussi sur les pères qui sont parfois absents ou trop absents. En effet, je ne veux pas qu'on laisse les femmes seules et qu'on accepte l'idée que finalement c'est pas très grave, que les femmes elles n'ont qu'à faire toutes seules, que les mères elles n'ont qu'à faire toutes seules. Ça n'est pas bon pour les mères. Je crois que ça n'est pas bon pour les enfants et donc ça pose évidemment cette question-là qui est fondamentale. Et la suspension des allocations familiales, un temps évoquée? Moi, je l'ai pas mise sur la table. Donc, vous l'avez écarté?
Je l'ai écarté. Moi, en tout cas, je pense que c'est pas la mesure qui est prioritaire. Je suis pas sûre que ce soit celle qui porte immédiatement ses fruits. Ce que je veux, c'est juste qu'on assume de dire que le rôle de parent est évidemment aussi celui de l'autorité, parce que c'est un enjeu de protection pour nos enfants. C'est aussi un enjeu de projection de comment on est dans la société et comment on est ensemble dans la société, mais que ça suppose d'abord d'accompagner et de soutenir les parents. Bien, des femmes enceintes, des mères avec des nouveau-nés qui vivent dans la rue en France, ça existe. C'est insupportable, inadmissible. Inadmissible. C'est inadmissible. Vous êtes ministre des Solidarités. Et on y travaille avec le ministre du Logement en particulier. Oui, avec le ministre du Logement. On a un enjeu majeur. Oui. C'est pour ça qu'on a protégé ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence. On n'a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence. C'est pas un succès de dire ça, mais ça veut dire qu'on a créé les conditions aussi pour pouvoir accueillir et pour pouvoir protéger. Et en priorité, la priorité absolue que j'ai mise sur la question de la lutte contre la pauvreté, c'est quoi ? C'est la lutte contre la précarité des enfants, et donc aussi évidemment la lutte contre la précarité, notamment des femmes, pour garantir qu'à leur sortie de maternité, pour celles qui parfois accouchent et ne savent pas où aller au lendemain de cet accouchement, puisse être immédiatement accompagnée et prise en charge. Parce que sinon, quelles sont les chances qu'on donne à cet enfant si la seule condition de la sortie de la maternité est le retour à la rue? Donc, on a protégé le nombre de places d'hébergement d'urgence en priorité, évidemment, pour les familles les plus fragiles et donc évidemment pour ces mères avec leurs tout-petits. Aurore Berger, le collège d'Issou, dans les Yvelines, procédure disciplinaire ouverte à l'endroit de 3 élèves de ce collège qui se sont plaints parce que leur professeur avait montré un tableau du XVIIe siècle avec des femmes nues, intransigeance indispensable, et les parents qui eux aussi se plaignent et se sont plaints. Que risquent-ils ? Rien ? Il y a des procédures dans ces cas-là qui sont aussi des procédures judiciaires, parce qu'il y a vraisemblablement une mise en danger de ces professeurs. Oui. Parce que ces professeurs ont été harcelés, ont été menacés, à tort, évidemment, et qu'à un moment, encore une fois, quand on est au cœur de l'école de la République, on se soumet à l'autorité, qui est l'autorité de la République et qui est l'autorité de l'enseignant. Et on ne remet pas en cause des savoirs. On ne remet pas en cause le fait qu'un enseignant puisse quoi ? Donc intransigeance. Puisse diffuser un savoir, puisse diffuser une œuvre d'art. Enfin, dans ces cas-là, il y a beaucoup d'œuvres d'art qu'on ne pourrait plus montrer, beaucoup de films qu'on ne pourrait plus projeter, beaucoup de poèmes qu'on ne pourrait plus dire ou lire. Donc évidemment, il faut une intransigeance qui est une intransigeance républicaine et qui garantit que tous nos enfants, quel que soit leur territoire, quelle que soit leur ville, quelle que soit leur famille, aient accès au même savoir. Ou alors, ça veut dire qu'on accepte des écarts énormes entre ceux qui auront accès au savoir et ceux pour lesquels, parce qu'on aurait peur de je ne sais quelle offense qui leur serait faite, eh bien, on n'instruirait plus. L'école doit instruire et donc être libre évidemment de cette instruction. Alors, projet de loi inscrivant l'IVG dans la Constitution, vous devez être très heureuse puisque je sais que vous êtes beaucoup battue sur la question. Le Parlement l'entérinera, devra l'entériner, vote des 3/5 des parlementaires. Je crois que ce sera le 24 janvier. D'après mes informations, vous confirmez, c'est bien le 24 janvier. Et l'idée, c'est que le Congrès soit convoqué le 5 mars prochain. Le 5 mars. Le président de la République nous l'a dit hier en Conseil des ministres, 5 mars prochain pour le Congrès. 5 mars prochain, ok. Aucun parti politique ne menace l'IVG aujourd'hui. En revanche, dans certaines régions, il y a des problèmes d'accès à l'IVG. Il y a 2 choses. Déjà, à dire qu'aucun parti politique Vous pensez qu'il y a des partis politiques qui menacent l'IVG ? Moi, je dis que quand on a une majorité qui garantit qu'on puisse inscrire l'IVG dans la Constitution, on le fait et on n'attend pas que ce soit plus le cas. Parce que si dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, les majorités changent et que ces majorités alors veulent attaquer les droits des femmes, veulent dérembourser l'IVG, veulent limiter les droits d'accès, veulent réduire le délai dans lequel vous pouvez avoir recours à l'IVG, ce sera trop tard pour pleurer. Donc moi, je veux pas qu'on ait à pleurer dans 15 ans, je veux qu'on agisse aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai déposé, quand j'étais présidente de groupe, la première proposition que j'avais faite avec mon groupe, c'était justement une proposition de loi constitutionnelle pour mettre l'IVG dans la Constitution. Et à l'époque, tout le monde disait, tu verras, ça n'aboutira jamais. Évidemment, je l'avais fait avec le soutien du président de la République et il a démontré sa détermination puisqu'il a dit que ce serait un projet de loi constitutionnel, qu'il allait donc réunir le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, pour qu'on puisse l'entériner. La loi de programmation grand âge, début de l'année 2024 prévue, il y a des enquêtes sur le fonctionnement des EHPAD privés du groupe Emera.
Vous avez vu cela? Vous avez regardé cela? J'ai vu, mais j'ai surtout répondu. Est-ce qu'il y aura une saisine de l'Inspection Générale des Affaires Sociales? Alors, sur ce sujet, parce que j'ai été saisie par la CGT. Ben oui, par Sophie Binet. Donc j'ai répondu, évidemment, à Sophie Binet. Parce que moi, je veux pas qu'on jette en pâture comme ça le nom d'un établissement et avec le nom d'un établissement, l'ensemble des professionnels qui y travaillent. En l'occurrence, c'est un groupe qui a 40 EHPAD. Donc, étant saisie, j'ai demandé, parce qu'on a des outils de contrôle, j'ai fait en sorte qu'il y ait un plan de contrôle sur l'ensemble des EHPAD, ce qui fait qu'avant, en moyenne, les EHPAD, ils étaient contrôlés une fois tous les 20 ans. C'est-à-dire pas de contrôle. Là, en 2 ans, tous les EHPAD de notre pays auront été contrôlés. Là, on est pile à la moitié. Le groupe Emera, il a été contrôlé à près de 70% de ces EHPAD. Je n'ai eu aucune remontée inquiétante sur les contrôles qui ont été réalisés. Je n'ai eu aucun signalement fait au procureur de la République. Donc il n'y a aucun élément aujourd'hui à ma disposition qui permette de jeter de cette manière-là le discrédit sur le groupe. Le défi du grand âge, il est majeur. En 2030, donc c'est demain, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Donc le vieillissement de la population, il est devant nous. Ça doit être une opportunité de se dire qu'on va vieillir plus longtemps en bonne santé. Quand tiendra d'ailleurs ce texte de loi? Notre objectif, quel est l'objectif? C'est de trouver une trajectoire. Parce qu'encore une fois... C'est-à-dire une trajectoire? On va avoir des besoins qui vont augmenter. Oui. Donc il va falloir avoir des moyens. 63% des postes vacants dans les EHPAD aujourd'hui. On a des besoins qui vont augmenter parce que la population vieillit. Parce que les typologies aussi de maladies éventuelles ont profondément changé. Les maladies neurodégénératives, il y a 20 ou 30 ans, c'était pas la première cause pour laquelle vous alliez dans un EHPAD. Aujourd'hui, parce que vous pouvez souffrir d'Alzheimer, de ce type de maladie neurodégénérative, vous êtes plus enclin à aller dans ce type d'établissement. Donc on a un défi démographique majeur. Donc moi je dis, face à des nouveaux besoins, il faut des nouvelles offres et donc il va falloir aussi déterminer quels sont les moyens, y compris financiers, pour y parvenir. C'est ça une loi de programmation. C'est garantir qu'on ait les moyens pour faire face aux besoins et sans donner les moyens aujourd'hui pour préparer. Combien vous avez évalué le coût? C'est ça qu'on va faire. C'est ce travail-là qu'on j'engage à partir de janvier avec tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée et au Sénat, tous, sans exception. Sur quelle base? Vous avez une petite idée? On a des travaux très documentés qui existent déjà. On va continuer à avoir ces travaux pour affiner évidemment les besoins. Il faut engager combien? C'est la loi qui va le définir. Bon, d'accord. Oui, non, je ne peux pas dire que j'ai une nouvelle méthode et que je travaille avec tout le monde. Vous savez à peu près les besoins. Oui, non, mais je ne peux pas dire que je vais travailler avec l'ensemble des forces politiques et en même temps dire la loi est déjà écrite. La loi, on va l'écrire ensemble. Indépendants et travailleurs non salariés, je recevais l'autre jour la ministre des PME qui me parlait de ça, des quotas de places en crèche pour ces indépendants et ces travailleurs non salariés qui sont nombreux dans notre pays. Il y aura des quotas. Alors, on travaille sur ce sujet avec Olivia Grégoire, donc qui est la ministre en charge des TPE, des PME notamment, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la question du mode de garde... Donc, il y aura des quotas de places en crèche. On est en train d'y travailler avec parce qu'elle était plus avancée que vous. Alors, non, parce qu'on y travaille totalement conjointement et on va réunir justement l'ensemble des fédérations et des groupes de crèches pour voir comment faire pour concrètement, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des indépendants, que ce soit des professions libérales, comment garantir que ces personnes aient aussi accès à un mode de garde. Et un congé maternité aussi. Alors ça, c'est fait. Ça c'est fait et on l'a renforcé parce que typiquement sur les professions libérales, ça n'était pas le cas avant, on l'a garanti. Je pense aussi à nos agricultrices. Pourquoi elles ne le prenaient pas? Parce qu'elles n'avaient pas la capacité à être remplacées. On l'a fait. Sur le congé paternité récemment, on l'a même renforcé là encore pour les agriculteurs, parce que le congé paternité aujourd'hui, en moyenne, il est pris à 70% par les hommes, par les pères. Le problème, c'est qu'il y a d'énormes écarts. En gros, plus vous êtes cadre, plus vous avez facilement accès au congé paternité. Par contre, quand vous êtes plutôt employé ouvrier, vous n'y avez pas accès. Donc, il faut que tous les pères qui le souhaitent puissent avoir accès à un congé paternité et donc passer ces premiers jours, ces premières semaines avec leurs enfants. Et on va aller plus loin avec le congé familial dont j'ai parlé. L'idée étant que dès 2025, il y a un nouveau congé, un nouveau droit pour les parents après les congés paternité et maternité. Dernière question. Mathias Vichra, qui est directeur de Sciences Po, entendu comme sa compagne pour violence conjugale, doit-il, selon vous, démissionner? Je pense que... Il a été mis en retrait. Il s'est mis en retrait, mais ça a été voté, accepté, sa mise en retrait. Je pense que les conditions de son maintien sont compliquées, pour le dire pudiquement. Pour vous, il ne peut plus diriger Sciences Po? À minima, je pense que pendant la durée pendant laquelle il est mis en cause, puisque aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans l'intimité de ce couple, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Porté plainte. Les deux ont été entendus, et je pense que pendant la durée des investigations, d'une enquête, avant qu'on ne puisse savoir
judiciairement quelle est la vérité des faits, et Oui. ça c'est la justice qui doit le dire. Je pense que c'est très compliqué pour lui de se maintenir à son poste, d'autant plus que je comprends que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants eux-mêmes, vraisemblablement ne le souhaitent pas. Donc quand vous n'avez pas la confiance de celles et ceux Donc, il ne pour peut lesquels pas vous être maintenu voulez à son travailler, poste. je crois que c'est compliqué. C'est compliqué. Il ne peut pas être donc il devra Je pense démissionner. à minima qu'il y a un retrait pendant toute la période pendant Il devra laquelle démissionner. c'est des choses qui peuvent se déterminer. Est-ce que c'est une démission? Est-ce que c'est une mise en retrait? En tout cas, tant qu'on ne sait pas quelle est la vérité judiciaire, et pour lui, et pour cette institution qui est éminente, je crois que c'est mieux qu'il soit en retrait. Merci Aurore Berger Merci d'être à vous. venue nous voir ce matin. Vous êtes nombreux, je le sais, à réagir. 0826 300 300. Eh bien, vous aurez la parole juste après les informations de 9h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.